Nadine, si vous le souhaitez, on peut démarrer. D'accord, ok, très bien. Ben, on y va et puis les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue à notre webinaire. Donc, je suis Nadine Monbrun, je suis la directrice territoriale pour le FIP, mais pour les Antilles-Guyane. Donc, nous travaillons en mutualisation de notre task force, puisque M. Guénaud, qui est le coordinateur d'IPACT, a aussi l'animation de la Bourgogne-Franche-Comté et de la région Grand Est. Donc, de manière générale, nous mutualisons nos moyens, nos ressources et de façon à permettre cet échange beaucoup plus large que seulement au niveau des Antilles-Guyane. Et je salue donc la présence des personnes qui nous ont rejointes des autres régions. Donc, au programme ce matin, eh bien, nous avons choisi de vous présenter les prestations de services qui sont proposées par les entreprises adaptées, les ESAT, au niveau des Antilles-Guyane, mais en sachant que ces prestations, de toutes les manières, elles ne concernent pas que nos régions et qu'elles se retrouvent également dans les vôtres. Évoquer aussi les nouvelles opportunités de sourcing pour les candidats en situation de handicap par rapport à l'évolution de la circulaire du 11 mai 2022, en lien avec le plan de transformation des ESAT. En corrélation, les évolutions bien apportées par le dernier catalogue du FIP par rapport à ces évolutions et puis les modalités, de sourcing avec les entreprises adaptées et les ESAT. Donc et puis, après on ira dans les échanges et puis, une conclusion par rapport eh bien, à cette présentation et puis les échanges qui en découleront. Donc, voilà pour ce qui est de notre séquence qui va durer, 1 heure et demie. Donc, alors du coup, eh bien, on ira directement dans le vif du sujet par rapport à cette évolution apportée par la circulaire du 11 mai. Donc, j'ai indiqué. Donc Stéphane, si vous voilà, donc du coup, on vous a précisé de manière synthétique, ah bien super madame Strauss, bienvenue avec nous alors. Donc la vue synthétique de la mise en œuvre de ces mesures, hein, au mois de mai, 2022. Donc ces mesures sont applicables par décret. Donc, la circulaire, du 17 mai pour laquelle vous pourrez, à laquelle vous pourrez accéder via le lien qui est précisé, sur le support. Donc, ce décret, eh bien, il évoque, eh bien, les différentes, évolutions donc qui vous ont été reprises et que vous pouvez voir à l'écran, donc, diverses et variées, sur la récupération des dimanches et jours fériés, des instances mixtes, relatives à la qualité de vie au travail, la notion de carnet de parcours et de compétences, le partenariat écosystème, donc je ne vais pas vous lister toutes tous les points, mais que vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, une, évolution au niveau de l'instruction, donc en particulier sur la durée des PMSMP, donc c'est la période de mise en situation, professionnelle. Au niveau de l'inscription pour l'emploi et également, le lien entre le projet de vie et qui s'inscrit dans le projet individualisé de la personne. Cette notion de livret d'accueil, la possibilité aussi d'ouvrir un CPF, donc c'est le compte, personnel de formation, donc qui est, ouvert à toutes les personnes, hein, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles relèvent du secteur privé ou du secteur public. Hem et puis, aussi tout ce qui va concerner la mutuelle et la prévoyance. Donc ensuite, vous avez aussi des mesures, nécessitant le recours à la loi. Donc par rapport à la terminologie des ESAT, donc ça va vous être présenté un peu plus dans le détail. Le droit au retour et la mobilité de sortie des ESAT. Donc jusqu'à maintenant, une fois que la personne était orientée vers le milieu ordinaire, c'était pas aussi il n'y avait pas cette possibilité de,
de retour aussi aisé et c'était un véritable frein parce que les personnes, étaient quand même un peu réticentes à s'orienter vers le milieu ordinaire parce qu'elles n'avaient pas de certitude de leur, réussite en termes d'intégration dans ce milieu ordinaire et le risque de se retrouver, complètement exclues. Donc, du coup, cette, mesure est quand même une mesure majeure parce qu'elle permet aux personnes, d'interagir, soit en ESAT, soit en milieu ordinaire, de façon à faciliter cette entrée en milieu ordinaire et faciliter aussi leur quotidien professionnel, je parle. Donc, la possibilité aussi de cumul du temps partiel en ESAT ou en milieu ordinaire et l'annualisation de la GRTH, donc avec cette notion d'aide au poste, et puis aussi un fonds qui est dédié. Ensuite, des mesures qui vont nécessiter, une poursuite des travaux, puisque bon, qui dit, adaptation, mise en œuvre de mesures, dit aussi, nécessité d'évolution et de prendre le temps de la réflexion pour aller vers, cette réussite de cette, évolution, donc avec tous les points qui vous sont listés sur cet item. On peut juste pour compléter, Nadine, on voit bien que le sens de ces mesures, notamment celles qui sont dans la partie en haut à droite, hein, euh, Oui, le but, c'est vraiment de poursuivre cette dynamique d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Donc, effectivement, là, on a apporté beaucoup de souplesse pour que les personnes puissent mettre un pas dans le milieu ordinaire. Les personnes qui sont en ESAT puissent travailler à temps partiel, puissent aller dans le milieu ordinaire et puis revenir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter les choses pour que ça puisse se faire, pour que ça ne représente pas une prise de risque pour les personnes et que les structures qui les accompagnent aient bien une souplesse dans la construction des parcours parce qu'on sait que d'une personne à l'autre, ben, on est toujours sur des solutions qui sont du cousu humain. Hein, voilà. tout à fait. Donc, le plan de transformation donc, des ESAT, donc l'objectif, comme on vient de le dire, hein, c'est justement cette recherche de fluidité et de diversité au niveau des parcours des bénéficiaires. Donc ce plan, il prévoit une trentaine de mesures. Donc, celles qu'on vient de vous évoquer, Stéphane Guerrero et moi-même, donc la possibilité d'un cumul d'activités en ESAT et en milieu ordinaire, donc, la mise en place d'un parcours renforcé, puisqu'il y avait cette notion de parcours, mais là, on vient renforcer la mise en place de ce parcours pour les sortants des AD vers le milieu ordinaire, puisque l'objectif final est de réussir justement cette orientation vers le milieu ordinaire. Donc, l'appui du service public de l'emploi auprès des usagers des AT et des employeurs, parce que qui dit intégration réussie, certes, il y a la personne qui est au cœur de cette intégration, mais il y a aussi son environnement professionnel et pas seulement celui qu'elle connaît et dans lequel elle est habituée à fonctionner, mais surtout celui vers lequel elle va tendre. Donc, les employeurs doivent être aussi accompagnés pour pouvoir vraiment réussir cette intégration au milieu ordinaire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation du compte personnel de formation qui va permettre justement de venir compenser les besoins des personnes dans ce nouvel environnement. Donc, pour ce qui est du cumul d'activités, donc il consiste en la possibilité pour le bénéficiaire de travailler simultanément en ESAT et en entreprise ordinaire, y compris bien évidemment l'entreprise adaptée, et de manière plus large, comme je l'ai dit en préalable, que cette personne relève auprès d'un employeur public ou d'un employeur privé. Donc, avec ce cumul du temps partiel, donc, qui est possible depuis le 1er septembre 2022, pour être en cohérence avec l'entrée en vigueur du décret, et qui modifie au niveau du régime de la sécurité sociale afin de définir le régime de cumul entre les revenus d'activité et l'AAH.
la mise en opérationnalité, donc sur lequel on insiste, mais vraiment c'est un point extrêmement important et selon moi heu, f un levier, comment je vais dire? Un levier vraiment, déterminant pour justement réussir cette intégration et cette insertion en milieu ordinaire. Donc la possibilité d'un droit, à des allers-retours avec l'annualisation du calcul des aides, de l'aide au poste. Donc via cet article 136 qui vient définir justement, ces notions. Donc ensuite, donc le parcours d'emploi renforcé qui va donc venir compléter, au travers du décret qui va paraître, hein. Donc un accompagnement qui va porter sur, le volet médico-social, le volet professionnel. Cet accompagnement qui va être d'une durée maximale de 3 années, au travers d'une convention d'appui qui va être conclue entre les actes d'origine et l'employeur du travailleur. Ah, très bien. Monsieur Blondeau, me précise que le décret est paru, donc c'est très bien. Donc on va modifier, Mmh. l'information, qui vous est, présentée. Donc du coup, cette convention d'appui entre les actes et l'employeur du travailleur, pardon, antérieurement, à sa période de des actes et à l'issue de cette convention, donc c'est à l'issue des 3 ans, sur la base, de la prescription au niveau de la maison départementale des personnes en situation de handicap ou du service public de l'emploi, il y aura la possibilité d'un relais via les plateformes d'emploi accompagné, au titre du dispositif emploi accompagné. Alors juste rapidement, parce que je suis persuadée que vous connaissez parfaitement, le dispositif emploi accompagné. Ce dispositif emploi accompagné vient en complémentarité de l'accompagnement, du Cap emploi qui fait partie du SPE, Cap emploi, Pôle emploi, puisque comme vous le savez, il y a maintenant ce rapprochement, Cap emploi, Pôle emploi. Donc le dispositif emploi accompagné qui lui vient dans cette complémentarité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette notion de durée, donc il y a un accompagnement sans limitation de durée avec, un job coach, un psychologue, donc tout un accompagnement de la personne, pas seulement dans son environnement professionnel, mais aussi dans toutes les démarches qu'elle doit réaliser pour, son intégration, dans son milieu de travail, mais également dans sa vie quotidienne. Donc ça peut être, un accompagnement à la recherche d'un logement ou dans des démarches administratives et le job coach va être aussi aux côtés de cette personne pour vraiment, eh bien et notamment des personnes qui sortent des actes et qui vont vers le milieu ordinaire. Il y a besoin d'être rassuré, de développer sa confiance en soi, l'estime de soi, préparer des entretiens. Donc le dispositif emploi accompagné intervient à ce niveau-là avec pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, une orientation spécifique sur tout ce qui relève du handicap psychique. Mais le dispositif concerne toutes les typologies du handicap. Donc, le droit au retour peut s'exercer pendant toute la durée de la convention d'appui et pendant toute la durée de décision d'orientation qui, elle, est d'une durée de 5 années. Donc, l'appui du service public de l'emploi auprès des usagers, donc ESAT, et des employeurs, et le recours au compte personnel de formation. Donc, bien évidemment, eh bien, ça passe par l'inscription au Pôle emploi. Donc, aujourd'hui, eh bien, toutes les personnes en ESAT peuvent s'inscrire au Pôle emploi et peuvent aussi réaliser une période de mise en situation pour découvrir un environnement qui va être prescrit par le service public de l'emploi. Donc, soit, Pôle emploi directement ou Cap emploi, mais en sachant que dans le cadre de ce rapprochement, il y a cette interaction entre les 2 et ce travail de proximité, puisque dans le cadre de ce rapprochement, le Cap emploi est présent dans toutes les agences, Pôle emploi pour apporter justement son expertise en tant qu'organisme de placement spécialisé. Donc la PMSMP, pardon, peut aller d'une durée qui peut aller jusqu'à 2 mois. Donc, favoriser l'accès des personnes à la formation professionnelle, puisque qui dit, eh beh, réorientation vers le milieu ordinaire, eh bien, amène aussi besoin de formation et de complémentarité en termes de compétences. Donc, possibilité d'ouvrir un CPF pour chaque personne
Et c'est la DGEFP qui est chargée, en lien avec France Compétences, d'élargir le périmètre des actions éligibles au CPF, donc compte personnel de formation. Donc, bien évidemment, donc si vous avez des questions, avant qu'on passe à l'articulation entre cette évolution et l'adaptation que le FIP a mise en place au travers de ces aides pour répondre justement à cette évolution. C'est clair? De Alors, pour l'instant, toute façon, on pourra toujours revenir si entre-temps vous avez des interrogations, n'hésitez pas à revenir, même sur un point antérieur, on pourra toujours compléter en cas de besoin. Donc du coup, par rapport à justement cette adaptation du FIP et cette réactivité du FIPHFP pour justement répondre à cette évolution, tant au niveau du maintien qu'au niveau des insertions. Donc aujourd'hui, eh bien, depuis le 1er janvier 2022, toutes les personnes relevant du milieu protégé et plus particulièrement des ESAT qui sont mises à disposition chez un employeur public, qu'on soit fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, eh bien, toutes les personnes sont éligibles aux aides du FIP. Comme vous le voyez sur le support, donc 4 axes. Un axe au niveau de l'organisation, du niveau organisationnel, au niveau de la formation, au niveau technique et au niveau aide humaine. Donc, le transport adapté, donc qui existe aujourd'hui au niveau du catalogue, donc, mais qui est ouvert aujourd'hui aux personnes dans les actes mises à disposition. Donc, le transport adapté domicile-travail, avec cette aide au déplacement en compensation. Le transport adapté dans le cadre des activités professionnelles, donc au niveau et qui rentre dans le volet de l'aménagement de l'environnement du travail de la personne. Et bien évidemment, l'aménagement de l'environnement de télétravail. Donc, qui dit aménagement, dit tout le poste au niveau de ce télétravail. Ensuite, pour ce qui est du côté technique, on a bien concrètement la mise en place de cet aménagement du travail. Donc, les différentes aides peuvent être des prothèses auditives ou toute autre prothèse. Tout ce qui concerne l'aménagement au niveau du fauteuil, donc fauteuil roulant. Alors, toutes les aides du FIP, précision d'importance, sont mises en place, déduction faite des aides de droit commun. L'aménagement du véhicule personnel, donc pour se rendre sur le bilan, pour ce qui concerne le volet formation. Donc, nous, on va venir financer le bilan de compétences, le bilan professionnel, la formation qui va être destinée justement à compenser la déficience inhérente à la situation de handicap. On va aussi financer les frais et surcoûts liés aux actions de formation. Et enfin, pour ce qui va avoir attrait aux aides humaines, donc nous allons venir bien financer l'interprète en langue des signes, sur un transcripteur, codeur ou l'auxiliaire de vie professionnelle. Et enfin, le tutorat avec ce dispositif d'accompagnement pour l'emploi, donc l'accompagnement sur le lieu du travail au travers de ce soutien médico-psychologique. Donc, alors, il y a le dispositif emploi accompagné qui apporte cet accompagnement et ce soutien, mais le FIP vient aussi financer ce soutien parce que toutes les personnes ne seront pas forcément éligibles et n'auront pas forcément, ne vont pas correspondre à un besoin d'intégrer le dispositif accompagné, mais peuvent avoir besoin néanmoins de cet accompagnement au travers de ce soutien médico-psychologique. Et donc, le FIP vient aussi offrir cette possibilité de bénéficier de ce dispositif. Merci, merci Nadine. Alors, on va venir sur la présentation des services proposés par les EASAT d'Andy-Guyane. On a plusieurs intervenants avec Joseph Blombeau, qui est directeur de la GIPSA, Alfred Aricat, qui est directeur de l'ADAPI Martinique, et puis Bernard Vati, qui est directeur de CAMA. Mais avant de leur céder la parole, je voudrais qu'on reprenne un petit peu un recul. Vous voyez, on a démarré ce webinaire pour,
par les dernières évolutions, on voit bien que ces évolutions, elles s'inscrivent dans cette logique d'inclusion. Je voudrais juste repartager avec vous ce schéma. J'ai déjà dû vous le montrer dans d'autres sur d'autres animations. Donc on voit bien aujourd'hui tel qu'est pensé l'inclusion. Et le but, c'est qu'on ait un maximum de personnes en situation de handicap qui puissent travailler en milieu ordinaire avec l'appui, la compensation du handicap dont ces personnes ont besoin. Donc aujourd'hui, on va avoir des personnes, si je démarre sur la gauche, hein, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux axes. Un axe vers le haut qui représente les besoins de compensation au travail, et puis un axe qui va vers le bas qui représente les besoins de compensation médico-sociale, c'est-à-dire plutôt dans la vie ordinaire des personnes. On voit que pour les personnes les plus employables, alors là, on n'est que sur des personnes en situation de handicap, hein, pour lesquelles l'impact sur le travail et la dimension sociale sont les plus faibles, eh bien, les personnes travaillent en milieu ordinaire avec un appui ponctuel de Cap emploi éventuellement. Si on passe à un niveau, si on a un besoin de compensation un peu plus fort et notamment une expertise un peu plus forte, le Cap emploi peut mobiliser les prestations d'appui spécifiques. Donc là, le FIP finance tout un réseau d'experts qui vont pouvoir intervenir soit au moment de l'intégration ou du maintien dans l'emploi, soit même sur des périodes un peu plus longues. Ça va dépendre du type de déficience. Ensuite, pour des personnes pour lesquelles, eh bien, là, on va avoir un besoin d'accompagnement plus important sur le lieu de travail et notamment dans la dimension de la vie personnelle de la personne, eh bien, là, on va avoir, si les personnes sont en entreprise ordinaire, on va devoir faire appel à un dispositif qui s'appelle le dispositif emploi accompagné, qui a été rapidement présenté par Daniel Montbrun. Et on peut avoir des personnes qui vont être en entreprise adaptée, hein. Et enfin, on a les personnes qui sont en ESAT, qui sont en fait, qu'on va voir, hein, qui n'ont pas un contrat de travail, mais qui ont un contrat c'est des établissements sociaux d'aide par le travail, et donc qui vont bénéficier d'un accompagnement important aussi bien sur le travail qu'au niveau personnel. Puis ensuite, on a des personnes qui ne peuvent tout simplement pas travailler et qui peuvent bénéficier d'accueil dans des maisons spécialisées, etc. Donc là, on est dans un champ purement médico-social et on ne vient pas sur ce terrain-là parce qu'on n'est plus dans notre champ de l'insertion professionnelle. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le sens de l'évolution là, c'est de créer un mouvement. Hein, en fait, c'est de faire en sorte que ces lignes-là, ces frontières qui sont mises là, bah, qu'elles bougent. Faire en sorte qu'elles bougent, c'est-à-dire qu'elles se déplacent sur la droite, qu'on ait de plus en plus de personnes qui sont en ESAT, eh bien, qui évoluent sur le milieu ordinaire avec un accompagnement ou qui évoluent sur des entreprises adaptées. Et ensuite, qu'on ait des personnes qui sont au milieu en entreprise adaptée, qui évoluent sur des entreprises, enfin, des employeurs ordinaires avec un appui de DAA ou de PASS. C'est ça le sens de l'histoire. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le DEA, c'est un dispositif qui est né timidement en 2018, donc il a même pas 4 ans. Et les PASS, ce sont des prestations qui se sont développées, pareil, assez autour d'expérimentation, en fin de compte, hein, il y a une quinzaine d'années, hein. Donc, en fait, par rapport à la loi de 2000, enfin, voilà, depuis la loi du 11 février 2005, on voit bien qu'en fait, cette ambition d'inclusion, eh bien, on commence à avoir, alors c'est vrai qu'il aura fallu un certain temps, mais on commence à avoir les dispositifs, on commence à avoir la réglementation, donc on a tout ce qu'il faut pour avancer. Alors ça, c'est pour avoir une vision globale de comment ça évolue. Mais donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe et qu'on va donner la parole à nos intervenants qui vont commencer par présenter leur structure et leurs activités. Et puis après, on verra sur cet aspect plutôt RH, si vous voulez, quand les personnes évoluent d'une structure à un emploi en milieu ordinaire, comment ça se passe. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez déjà une vision claire de tout ce que ces structures peuvent faire, parce qu'en fin de compte, ce sont de véritables partenaires avec lesquels vous pouvez travailler tout au long de l'année sur des prestations très pro.
J'ai été un petit peu long. Donc, je vous propose de présenter les ESAT. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était Monsieur Blombeau. Je suis pas sûr. Je vous Oui, en c'est ça. prie. Oui, bonjour. C'est bien Bonjour, cela. Monsieur Blombeau. Juste avant, peut-être que je vous ai envoyé un document et également à Madame Auboin concernant le décret et j'ai souligné un peu les parties qui pourraient intéresser nos participants. Est-ce que vous pouvez peut-être partager sur cette partie-là juste pour faire un petit retour et après on pourra embrayer plus facilement aussi. Ça vient illustrer ce qu'a dit tout à l'heure Madame Maubrun. Nadine, je vous laisse C'est partager le possible ou document. pas? Vous me l'avez envoyé aussi, Monsieur Oui, Blombeau? oui. Ah, alors ok, alors j'y vais. Regardez. Ah, ça y est, je l'ai. Je m'en occupe. Ah, parce que moi, je l'ai pas encore, moi. Je C'est m'en pas arrivé sur occupe. ma boîte. Ah, ça y est, Il est là. je l'ai. Il est là. Hop. Donc, je repartage. Et sur la partie surlignée, je pense que ça reprend juste pour la précision législative. Alors, hop. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, je sais pas si. Alors, pour moi, c'est un peu petit, mais je l'ai. Je pourrais. Oh. Voilà. Ça va Sur là? cette partie-là, sur l'article 2 de ce décret qui est paru le 13, là, et, le journal officiel, hein, c'est tout récent, donc ça fait bien, ça tombe pile poil pour notre échange de ce matin. Il est dit dans l'article 2 hein, que la décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie, donc la CDAPH, oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail, permet pendant toute sa durée à la personne handicapée concernée d'exercer simultanément et à temps partiel une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire. Il est précisé par la suite dans l'article 3 que l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R243.3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L344.2.4. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça vient en illustration de ce que disait tout à l'heure en introduction Madame Mauboin. Et puis par la suite, il y a également une possibilité de voir ce qui a été mis sur les conventions que nous pouvons avoir et le suivi qui sera fait de nos travailleurs qui pourront, par chance, être intégrés dans les établissements ou dans les administrations publiques ou les administrations territoriales. D'accord. Ok. Donc, pour revenir Je vais à remettre la le suite, diaporama. J'arrive. ouais. Voilà. Donc, il s'agit par ce décret qui était attendu des professionnels, puisque ça fait suite quand même à un travail foncier et suite à un rapport du GAS IGF qui était paru en 2019. On attendait donc une réforme et cette réforme prend corps. Il y avait déjà quelques décrets qui sont parus, notamment sous le fond de la transformation des ESAT. Mais là, il s'agit bien évidemment de pouvoir aller plus en avant dans l'intégration des personnes et surtout, on a je dirais, une situation qui fait que les personnes qui sont dans nos ateliers sont très proches du milieu du statut du salarié, mais n'ont pas encore ce statut. Et donc, je pense qu'avec l'histoire, forcément, on avance un peu plus vers le statut des salariés, statut de salarié pour les travailleurs que nous avons. Et donc, les personnes qui sont en ESAT, qui sont assujetties à une double mission, c'est une structure médico-sociale, un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Alors, la dénomination devrait être changée aussi pour être un établissement et service d'accompagnement par le travail.
donc structure médico-sociale et d'accompagnement socio-professionnel. La mission qui nous est dévolue permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Cette structure accueille des personnes qui n'ont pas acquis assez d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire, employeurs publics et privés du marché du travail classique ou en entreprise adaptée à leurs besoins. Alors, jusqu'à maintenant, la CDAPH oriente des personnes qui ont un taux de validité entre 50 et 79%. Le décret qui vient d'être vous être montré là et qui est paru abaisse ce taux d'invalidité. Ce sera à compter d'un tiers. Donc, je pense que le public qui viendra dans nos structures sera encore plus large. On voit déjà une modification du public que nous accueillons. L'admission de travailleurs en ESAT est soumise à une orientation émise donc par la CDAPH, comme on a pu le voir tout à l'heure dans le décret. Donc, je parlais du statut. Effectivement, les travailleurs qui sont chez nous n'ont pas le statut de salarié. Donc, ça évolue, mais pour l'heure, ils signent simplement un contrat d'aide et de soutien. Alors, dans le nouveau décret, on vient de voir, Nadine l'a aussi précisé, il pourra dans le même temps signer donc, son contrat d'aide et de soutien qui est régi par le Code de l'action sociale et des familles et avoir un contrat de travail classique signé avec son employeur potentiel. Jusqu'à maintenant, seules les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et à l'hygiène concernaient nos travailleurs. Attendez, hop, il y a un problème technique. Qu'est-ce qu'il me fait celle-là? Pardon. Donc, généralement, et dans la plupart de nos ESAT, que ce soit en Guadeloupe, Martinique et Guyane, hein, nous avons très peu d'ESAT spécialisés dans l'accueil. Il y en a certains qui sont dans les traumatisés crâniens, mais majoritairement, ce sont des personnes avec des déficiences intellectuelles. On voit monter depuis déjà un certain temps le public concerné par du handicap psychique. Donc, et nous avons un pourcentage un peu plus faible de déficiences sensorielles dans nos établissements et dans nos ateliers. Et nous tentons toutefois d'adapter leurs conditions aux mesures de production dans les différents ateliers que nous avons. Ces personnes, Alors, ces personnes pardon. aussi dans nos ateliers, les AT, en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire avec, bien entendu, un médecin psychiatre quand c'est possible. C'est une denrée rare à ce moment, une psychologue, des éducateurs spécialisés. Le travail d'acquisition des métiers est fait en proximité par les moniteurs d'ateliers. Depuis déjà plus de 5-6 ans, nous avons instauré dans nos différents ESAT une reconnaissance des acquis d'expérience, puisque le législateur a souhaité qu'il y ait un dispositif de valorisation des compétences. Et effectivement, nous avons des personnes qui connaissent leur métier, qui sont de véritables professionnels et qui nous tardent de pouvoir proposer aux employeurs du milieu ordinaire. Donc, voilà un peu sur les ESAT. En ce qui concerne ma structure, donc, au niveau de la GIPSA, nous sommes en Guadeloupe, implantés sur la Grande Terre et la Basse Terre, et nous déployons sur tout le territoire un certain nombre de métiers. Dans notre ESAT, nous accueillons 169 travailleurs. Nous sommes la plus grosse entité de l'île, et sur les métiers aussi divers que Espace Vert, qui est un métier traditionnel et à la portée de certains de nos travailleurs. La couture, la cuisine. Nous aidons aussi à pouvoir mettre en location des plantes
la numérisation de masse, le nettoyage des locaux. Et je me plais à dire aussi, avec les potentiels, je dirais, acheteurs, puisqu'on parle de l'achat inclusif, c'est en prenant contact avec nous que nous pouvons discuter, à voir quelles sont les possibilités qui peuvent s'offrir à nos travailleurs et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour permettre l'inclusion de ces personnes. Nous sommes très, très entreprenants là-dessus, nous sommes très aussi à l'écoute, très ouverts. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nos établissements et rechercher des solutions possibles. D'accord. Donc, vous nous aviez fourni quelques images, quelques petites, genre 3 vidéos, je crois, qui présentent ce que sont les entreprises adaptées ensuite. Et puis ensuite, on aura des présentations, des activités. Et ça permet de voir les travailleurs en action, hein, et ça vous donnera une idée des prestations qui sont réalisées. Donc, je pense que ça va démarrer. J'espère que le son fonctionnera. Donc là, on est sur la présentation des entreprises Qu'est-ce adaptées. qu'une entreprise adaptée? On peut la qualifier d'entreprise inclusive car elle adapte le contexte et l'environnement de travail à la diversité des types de handicap de ses collaborateurs. Elle trouve son origine dans le principe de compensation. Mais compenser, ce n'est pas assister, c'est adapter, aménager, pondérer et agir pour établir l'équité d'accès à l'emploi. Elle permet à des salariés reconnus travailleurs handicapés de trouver un emploi, favoriser la mise en œuvre de son projet professionnel, valoriser et développer ses compétences en vue d'une évolution au sein de l'entreprise adaptée ou quand il le souhaite vers un autre employeur. Aujourd'hui, ce sont près de 800 entreprises qui se mobilisent pour apporter une réponse au défi social de l'emploi des personnes en situation de handicap. Depuis 2019, le nouveau cadre accroît l'optique inclusive du modèle et reconnaît l'expertise des entreprises adaptées pour renforcer l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs dans leur parcours professionnel. Les entreprises sont-elles soutenues par l'État? Derrière les entreprises adaptées, il y a une autre idée de l'économie et des priorités humaines qui traversent notre monde. En s'engageant à employer 55% de travailleurs handicapés, elle bénéficie d'un soutien de l'État, un système de compensation des conséquences du handicap et de financement des actions engagées pour les adaptations des contextes liés à leur emploi et à la réalisation de leurs projets professionnels. Quelles sont les démarches pour intégrer une entreprise adaptée? Il faut au préalable être titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une RQTH. Le travailleur handicapé peut alors passer par Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, ou entrer directement en contact avec l'entreprise adaptée. Quel est le statut du salarié? Le travailleur handicapé peut obtenir un CDI, un CDD, un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il bénéficie des mêmes droits et statuts que les salariés de droit commun. Et d'ici fin 2022, tout en développant la diversité des publics, l'objectif est de doubler le nombre de salariés en situation de handicap dans les entreprises adaptées et de partager leur culture et leur modèle inclusif à l'ensemble des employeurs. C'est ça, le cap vers l'entreprise inclusive. Alors, on a une présentation qui est synthétique et qui est très efficace, hein. Vous nous avez présenté les ESAT, hein. On voit la différence, hein. En ESAT, on n'a pas un contrat de travail, hein, même si, il y a des évolutions qui rapprochent vers le statut de salarié. En attendant, les travailleurs d'ESAT n'ont pas le statut de salarié. En entreprise adaptée, ils sont salariés, hein. On peut avoir tout type de contrat de travail. Et on voit qu'on est sur un public qui, globalement, a une employabilité, vous me direz si je me trompe, mais qui semble plus forte. Ils sont déjà un pied dans le milieu ordinaire, d'ailleurs, M. Blombeau. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que cette partie-là, avec les collègues qui également gèrent des EA, je pense qu'ils peuvent aussi développer et illustrer toutes en tout cas, les bonnes pratiques que nous avons. D'accord. Alors, vous nous avez fourni d'autres. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est illustrer les types d'activités que vous mettez en œuvre, hein. Et donc, pour ça, vous avez réalisé plusieurs reportages. Donc, je vous propose de les passer, puis après, vous les commenterez, hein, entre vous, Monsieur Vati et Monsieur Harikat. D'accord? Donc là, on est sur une des prestations proposées autour de la restauration et de la blanchisserie.
L'association CAMA, donc, c'est une association de personnes en situation de handicap et qui veille à l'intégration des personnes handicapées. L'association gère une entreprise adaptée, l'accessible. L'association a voulu permettre aux personnes en situation de handicap plus légers d'assurer des prestations de services pour des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap plus lourds. Et l'accessible qui a été créé en 2004 vient assurer des prestations de repas et de traitement du linge pour l'établissement de la masse. C'est une entreprise donc, qui accueille majoritairement des personnes en situation de handicap qui sont encadrées donc, par des personnes valides. On fait le repas pour les résidents. On voit la plupart bébés pour les résidents et le repas à la douane. Là, je me présente, je suis M. Gonfima. Je suis du Maunalo, mais j'habite au Moule. Depuis 21 ans, je travaille à l'accessible. Là, je prépare le repas pour le résident qui part. Et là, je prépare avec mon collègue du Bébélé. Et là, je prépare le repas de la semaine pour mettre en cellule. Ces personnes qui sont accueillies en ESAT et en EA sont là normalement pour des compétences similaires aux compétences du milieu ordinaire, pour leur permettre demain de pouvoir assurer un emploi en milieu ordinaire classique. Certaines personnes resteront pendant toute leur carrière professionnelle au sein de l'entreprise adaptée. On a 3 prestations jusqu'à jeudi. Ça nous fait à peu près 200 couverts midi et une centaine le soir. Dans une cuisine ordinaire, on va t'expliquer la chose une fois, 2 fois, il va falloir t'y tenir parce que pour eux, c'est logique que tu comprennes. Dans une cuisine adaptée, c'est plus de la pédagogie, de l'initiation, de l'apprentissage tous les jours et de l'amour de soi. L'amour que j'ai pour mon métier leur donne aussi de l'amour pour ce qu'ils font et leur donne envie d'évoluer différemment des personnes ordinaires, mais ils évoluent à leur façon et ils arrivent à avoir un niveau du milieu ordinaire. Dans notre activité, oui. On a eu beaucoup de clients de l'extérieur, on a eu des EHPAD, on a eu Eiffage Énergie qu'on a toujours. Maintenant, on a Air France. Eiffage, c'est recevoir le vêtement, les laver, les repasser. Aujourd'hui, je dois amener les linges de Eiffage Énergie. On a préparé dans la semaine et qui sont sur paquet et je vais emmener vers Jarry. Toutes les semaines, on reçoit le vendredi et le vendredi d'après, on amène. Non, j'ai pas de difficulté, je me débrouille et puis je suis un peu bricoleur, je touche à tout. Notre vocation aujourd'hui, c'est d'être comme une entreprise ordinaire classique, en permettant à ces personnes d'acquérir un niveau de compétence leur permettant d'assurer des prestations de qualité. Donc, on a la capacité, avec nos salariés qui ont une reconnaissance de qualité de travail handicapé, d'assurer un certain nombre de prestations de même niveau de qualité qu'une entreprise ordinaire. Pour des questions d'image ou des questions de relations sociales, cette personne cherche bien sûr à être embauchée par une entreprise classique. Et lorsque c'est possible, on les accompagne vers un emploi dans le milieu ordinaire classique. Monsieur Vati, vous voulez peut-être compléter? Vous avez reconnu? Voilà, donc, oui. Merci. Je ne sais pas si on a eu des moments d'interruption de la vidéo, mais bon, je pense que globalement, tout le monde a pu suivre. L'accessible, donc, qui est une entreprise créée par l'association CAMA, vous l'avez compris, avait pour but au départ d'assurer les prestations pour les maisons d'accueil spécialisées que gère la CAMA. Et cette entreprise donc, a pu se développer et aujourd'hui assure des prestations pour toute entreprise, toute collectivité qui le souhaite, que ce soit des prestations de restauration, de traiteurs. On peut organiser des cocktails déjeunatoires, dînatoires ou des prestations pour tout événement familial, événements d'entreprise, de CSE, etc. Et au niveau de la buanderie, pareil, donc on a aujourd'hui, au-delà des maisons d'accueil spécialisées de la CAMA, on a également des clients comme des EHPAD, comme des gîtes, on a également le CSE, Air France, on commence à développer un peu plus notre activité buanderie et compte tenu de notre partenariat aujourd'hui aussi avec les ESAT de l'association. On envisage d'avoir une gestion mutualisée de nos commandes, notamment en buanderie, avec les ESAT de façon à tirer vers le haut les populations des ESAT, de façon à permettre, en tout cas dans les ateliers, une proximité avec des salariés de l'EA et les salariés de l'ESAT, et ainsi tirer vers le haut un peu ce public et permettre d'avoir des marchés plus importants.
puisqu'on a un niveau de prestation aujourd'hui qui égale le niveau de la prestation en milieu ordinaire. Donc voilà pour l'accessible et pour les activités que vous avez pu voir à travers cette vidéo. L'idée est d'améliorer de façon permanente nos process pour se rapprocher au mieux du milieu ordinaire, qui est déjà atteint pour un certain nombre de prestations. Mais l'idée aussi, c'est de continuer notre démarche qualité pour qu'on puisse, en tout cas, être référencé sur le marché local et permettre aux personnes qui le peuvent après d'être carrément embauchées par les collectivités, embauchées par d'autres entreprises. Et c'est le but. Il y en a effectivement qui, aujourd'hui, ont les capacités d'assurer des emplois au sein du milieu ordinaire. On n'est pas en ESAT avec ces questions d'aller-retour, mais aujourd'hui, les salariés de l'entreprise adaptée sont des salariés du droit commun. Ils ont les mêmes droits que tous salariés d'une entreprise ordinaire. Et ils ont droit, effectivement, à tout ce qui est formation, tout ce qui est protection, tout ce qui est accès aux droits habituels de tout salarié. Ils ont des projets personnels qu'on aide à mettre en place, des projets de création d'entreprise pour certains. Ils veulent compléter leur formation et pouvoir sortir en milieu ordinaire, créer leur entreprise s'ils n'arrivent pas à trouver un emploi dans le milieu ordinaire. Donc voilà, on est face à une entreprise dite ordinaire et qui évolue et essaie de trouver sa place et permettre aux personnes qui sont en son sein de sortir vers les entreprises classiques et permettre à l'embauche d'autres personnes qui peuvent arriver en EA. Et la tendance qui est observée aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sortent du milieu ordinaire, qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés liée à un accident du travail dans leur milieu habituel et qui deviennent aujourd'hui salariés de l'entreprise adaptée. Ils sont heureux de pouvoir se reconvertir dans ce type d'entreprise et des fois se retrouvent même encadrant d'autres personnes en situation de handicap dans nos ateliers. Donc voilà un peu pour vous situer l'évolution de l'entreprise adaptée et en tout cas ce que c'est aujourd'hui et quelles sont les prestations qu'on peut assurer sur le territoire. Bien. Alors, ce que je propose aux participants, c'est soit d'ouvrir leur micro, voilà, qu'on puisse. Voilà, l'idée, c'est que ça soit interactif. Hein. Donc, n'hésitez pas. Si à un moment donné, vous avez des activités, vous pouvez avoir des besoins en lien avec ces activités-là, ça peut être l'occasion déjà d'avoir un premier échange, même si vous aurez la possibilité d'échanger ultérieurement, évidemment. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions. Merci beaucoup pour ces précisions, Bernard Vati. Je vous propose de poursuivre. Alors là, nous sommes sur... Alors, j'ai mon diaporama qui me fait des fois... Restauration et blanchisserie, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, donc maintenant, on est sur des prestations de secrétariat, de communication et de l'événementiel. Je suis salariée de Comme des Îles depuis avril 2016. Je suis polyvalente. J'interviens aussi bien sur la gestion administrative que la création de sites internet. Ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on peut toucher à tout. On peut découvrir de nouveaux domaines. Le fait que mon handicap ne me limite pas. Je peux aussi bien organiser une manifestation qu'avoir un rôle un peu plus technique en créant un site internet, en intervenant auprès de nos clients. Vous avez un projet en termes de communication, donc vous avez une manifestation, des flyers à produire, même l'animation de l'événement. Vous vous contactez Comme des Îles et à ce moment-là, Comme des Îles intervient pour vous. C'est un peu rapide, on n'a pas de représentante Comme des Îles là, cet après-midi, mais ça me semblait intéressant. On ne vous attend pas forcément sur des prestations de ce type-là, donc ça donnait quand même un éclairage intéressant. On a maintenant sur des prestations de... Alors, j'ai pas changé le titre, mais c'est autre chose. Donc là, c'est sur la présentation de l'activité de l'ADAPI. Bon, il n'y a pas de parole, donc je me permets de commenter. Donc là, on est sur une activité qui est complémentaire. On a vu tout à l'heure avec l'établissement de Bernard Vati, une prestation de blanchisserie, mais qui était
C'est pas forcément industriel. Pour le coup, là, on voit un établissement qui est équipé de machines assez lourdes pour faire de la blanchisserie industrielle, avec le respect, j'imagine, des normes. Je pense notamment aux instituts, aux centres hospitaliers notamment. Je peux compléter. Donc, oui. En fait, c'est ça. Alfred Aricat est là, il pourrait peut-être de l'ADAPI en Martinique. Donc, effectivement, donc, par rapport à la Guadeloupe, nous avons une blanchisserie industrielle de capacité environ 3 tonnes le jour. Il respecte, on va dire, la marche en avant, le principe. Ah oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai. Je l'ai imprimé là-dedans. Oui. Ah oui. Allez-y, j'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro qui nous posait problème. Allez-y. D'accord, donc on traite à peu près 3 tonnes jour. Nos principaux clients, donc au niveau de la blanchisserie, donc on travaille pour les hôpitaux, les forces armées, l'hôtellerie, et puis tout ce qui est EHPAD, et puis les autres structures de l'ADAPI, principalement. Donc pour ce faire, on a à peu près une vingtaine de salariés en situation de handicap, donc qui sont très professionnels et très autonomes. Donc, ils sont accompagnés d'une responsable au niveau de la blanchisserie et d'un moniteur d'atelier. Voilà. Donc, pour la partie blanchisserie, on fait un petit peu aussi de lavage de véhicules et de l'espace vert. Donc, l'espace vert, principalement un petit peu sur toutes les communes de la Martinique, pour la Poste, EDF et puis certains grands groupes. Très bien. Voilà. Donc, nous tenons à avoir un gage de qualité sur l'ensemble de nos activités. Donc, ce qui nous permet de maintenir en fait le travail pour les personnes que nous accompagnons. Donc ceux qui veulent aussi, on va dire, aller plus loin ou éventuellement intégrer le milieu ordinaire, nous les accompagnons à ce niveau-là également. Voilà. Donc, j'invite ceux qui souhaitent en fait nous solliciter. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de prendre contact avec moi et de venir sur place visiter notamment notre blanchisserie, qui est un très, très, très bel outil de production. Donc, ça doit être la 3e plus grosse blanchisserie sur la Martinique, sans compter la blanchisserie du CHUP. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes en capacité de répondre à des critères assez rigoureux, que sont les critères du monde hospitalier, par exemple? Tout à fait. Notre blanchisserie est totalement aseptique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le sale et le propre. D'accord. Voilà. Très bien. Je vois toujours pas de questions. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas, Laurent. Je voudrais rajouter, pour moi, Alfred un peu modeste, mais pour moi, c'est une Wallis. Ayant visité, il a dit, hein, parmi ses clients, il y a des établissements hospitaliers. Et donc, ça montre ce que nous pouvons faire sur l'échelle des prestations. Nous sommes en capacité de pouvoir aussi augmenter nos savoir-faire et notre je dirais, la qualité des prestations. Nous avons besoin, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, de sceller des partenariats avec nos clients potentiels qui, malgré les efforts du FUPHFP, on doit le dire aussi, certains référents handicap des administrations connaissent peu la possibilité d'avoir des marchés réservés pour nos établissements. Donc, il en existe encore. Je crois que ça, pour l'instant, ça commence à frémir. On voit quelques demandes, mais il faudrait que ça puisse être beaucoup plus, je dirais, fréquent et intense pour nous permettre d'offrir des possibilités aux personnes que nous accompagnons. Très bien. Je vous propose de poursuivre donc cette fois sur. Alors, la plupart des établissements font des espaces verts. Hein, donc, j'ai pas forcément. J'ai un peu tronqué certaines vidéos et voilà. Mais là, on va voir une présentation de ce que vous faites et on va voir notamment à la fois les activités d'espaces verts, menuiserie, de secrétariat, puis on va voir un de vos travailleurs donc qui a rejoint le milieu ordinaire. L'entreprise adaptée Le Champ-Fleuri est gérée par l'association Agipsa. Elle a été créée tout début 90. Actuellement, nous avons 53 salariés dans cette entreprise, dont 43 en situation de handicap.
Je suis paysagiste en espace vert, débroussailleuse, souffleur, tondeur, un peu de tout. Je suis polyvalent, je fais un peu de tous les travaux. La mission première pour nous, c'est de pouvoir permettre à ces personnes de valoriser leurs compétences à travers différentes prestations et productions que nous avons en interne. Les clients que nous avons, la Cirade, le Fort Huile des Graisses, il y en a la KV, on va travailler après Tapis, il y a 3 équipes d'espace vert. Nous avons donc démarré avec la menuiserie, puis l'espace vert. En 2012, nous avons diversifié vers un centre d'appel. Nous avons donc des agents qui sont dans des entreprises. À partir du centre d'appel, développé également des tâches administratives, notamment la GED. Et nous avons également développé le transport des personnes. Au départ, j'étais en ISAT et j'ai fait une période de stage en entreprise adaptée. Ils ont vu que je travaillais bien, ils m'ont embauché, ils ont signé un contrat pour moi. C'est comme ça que j'ai débuté. J'avais un bon comportement, ils m'ont servi un bon moment. J'aime la nature et j'aime bien l'espace vert, ça se passerait bien. La mission aussi à laquelle nous nous attachons, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'insérer les entreprises classiques. Et nous avons donc souscrit aux expérimentations lancées par le gouvernement. En ce qui concerne les CDD tremplins, nous en avons recruté 2 et justement nous avons des partenaires qui nous ont permis de pouvoir insérer ces personnes. Et donc on va voir si la possibilité pour nous avec la formation qu'on pourra aussi offrir à ces personnes l'opportunité d'aller en entreprise classique. Et nous avons également, depuis la crise sanitaire, on fait partie d'un consortium textile qui nous a permis aussi de pouvoir embaucher un CDD tremplin sur la confection de masques. Je travaille au conseil départemental depuis fin mars 2022 et je suis amenée à saisir des prestations sociales proposées par le conseil départemental aux personnes âgées. Nous saisissons des prestations, les aides principalement sur le maintien de l'appart. Ce sont les prestations sociales à domicile et aussi tout ce qui concerne des aides à l'hébergement. C'est mon premier poste. Au début, j'étais un petit peu stressée. Les collègues ont tout fait pour nous mettre à l'aise. Il y a aussi une collaboration tant bien professionnelle que sociale aussi en fait. Je suis en CDD tremplin, ce qui fait que j'aimerais beaucoup rebondir sur un poste au sein du conseil départemental ou d'une autre structure. L'entreprise adaptée Le Champfleury, c'est la première du département et nous avons au fil des années diversifié notre offre aux entreprises classiques en ce qui concerne les prestations. L'entreprise adaptée au travers de ces établissements, c'est tout de même près d'1 500 000 € de chiffre d'affaires et nous essayons, en tant que faire se peut, d'élargir et de pouvoir permettre à ces personnes de s'épanouir au sein de notre entreprise. Monsieur Blombeau, vous souhaitez certainement compléter? Je pense qu'elle a tout dit et ils ont tout dit. Ils sont épanouis dans ce qu'ils font et dans la reconnaissance de leur savoir-faire. Et voilà, ils attendent des opportunités. Nous, en réalité, on sert aussi de tremplin. Donc, on travaille et c'est notre objectif premier, faire en sorte que la personne s'épanouisse et trouve sa place dans la société au travers la diversité des métiers que nous entreprenons aussi. Hein. On ne reste pas figé. Voilà, on a encore d'autres projets, mais ce serait intéressant qu'il y ait, je dirais, un lien fort avec les administrations, les entreprises en capacité de nous faire confiance. Merci. Alors, on a une question de Madame Robin. Vous voulez peut-être ouvrir votre micro, Madame Robin? Oui, ça y est. On vous entend. Oui, je voulais poser la question, c'est-à-dire comment vous travaillez avec les référents handicap sur les différents établissements où interviennent vos professionnels. Je sais que sur le CHU, on a 2 conventions, je crois, en cours, mais c'est vrai que je n'ai jamais rencontré l'équipe de la GIPSA. C'est très bien parce qu'en fait, le CHU nous a fait confiance. Le CHU fait déjà confiance pour l'espace vert et on soutient aussi le CHU. Merci que le CHU nous soutienne. Donc, c'est réciproque. Nous sommes ouverts. Madame Robert, moi, je peux venir. J'ai pas mal mais les éducateurs sont là aussi pour vous accompagner. Et s'il y a des difficultés avec l'équipe, par exemple, qui fait la prestation administrative,
il s'agit pour nous d'être en lien. Nous sommes toujours à l'écoute. Et on peut faire un travail foncier, on peut faire un travail d'accompagnement. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Maubrun, ça fait partie aussi de notre gène, c'est de mettre en œuvre tous les outils en capacité de faire réussir cette insertion ou cette sous-traitance quand il s'agit de cela. Donc, permettre je dirais, de faire tomber les stéréotypes parce que parmi les salariés, il y a toujours des a priori face au handicap. Et donc, nous, professionnels, nous sommes là aussi pour montrer qu'il n'y a pas lieu d'avoir je dirais, ce type d'a priori et ils peuvent être des collaborateurs efficaces. Et donc, nous sommes ouverts, Madame Robin, nous pourrions vous rencontrer quand vous voulez. Je vous en remercie. C'est vrai qu'il est important de pouvoir associer pour moi le référent handicap qui est là aussi pour sensibiliser l'ensemble des agents de la structure sur l'accueil de ces professionnels hein, au sein des services afin de pouvoir anticiper effectivement les futurs recrutements si elles peuvent se réaliser par la suite. Et j'attire cette attention puisque c'est toujours délicat dans certains services hein, de voir ces prestations et de faire remonter auprès de la référente handicap l'arrivée ou la mise en poste de ces professionnels. C'est pour ça que je voulais savoir comment vous aviez dans vos prospections d'entreprise, comment vous intégrez ou si il est important de construire ensemble peut-être l'intérêt de travailler aussi avec la référente ou les référents handicap. Enfin, voilà. Alors, si vous me permettez, moi, j'y vois aussi un autre intérêt, c'est-à-dire que le fait de faire travailler une EA ou un ESAT, ça peut aussi être une solution, à minima temporaire, de faire progresser rapidement le taux d'emploi des personnes handicapées d'un établissement. Donc, là où le référent handicap est quand même pleinement sur cette problématique-là et pleinement concerné, le fait c'est un allié en fait pour les EASAT, ce référent handicap, parce qu'il va pouvoir ensuite, si effectivement le partenariat avec des EASAT serait une solution pour faire progresser le taux rapidement, ce référent handicap, il sera aussi en mesure de créer les liens entre les acheteurs potentiels au sein même de la structure et l'établissement. Moi, je sais que j'avais organisé ça avec chez différents employeurs et il s'est fait des choses. Il s'est fait des choses. Donc je pense qu'effectivement, ce lien entre les établissements, les ESAT d'un territoire et les référents handicap, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. C'est la première fois qu'on le fait au niveau d'Antiguyane. Je pense que ce ne sera pas la dernière qu'on travaille ensemble. Hein. On a nos rencontres aussi annuelles auxquelles il serait bon que vous soyez associés, par exemple. D'ailleurs, à ce titre, lors de la matinée organisée en octobre, on a été accueillis Oui, à la GIPSA. Oui. À la GIPSA et toute la prestation a été assurée parce qu'il y avait cocktail, café et tout. Tout a été assuré au sein de la GIPSA par les personnes. Et franchement, ça a été d'une très, très bonne qualité, tant du service que de l'accueil, de la gestion. Et vraiment, et puis il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont accompagnées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas livrées elles-mêmes. Il y a un tuteur, enfin, je ne sais pas comment on le nomme, mais en tous les cas, elles sont accompagnées dans leur activité. Donc, c'est aussi un gage de qualité par rapport à la prestation faite. Moi, je vois un autre avantage, c'est que... Oui, allez. Ouais, Monsieur Vati disait tout à l'heure que... Non, c'est Monsieur Blombeau disait que Monsieur Vati était modeste tout à l'heure sur la blanchisserie. Mais globalement, je pense que
Les directions de AESAT sont assez modestes sur ils ont une vraie expertise sur la capacité à faire travailler des personnes en situation de handicap dans des vraies entreprises. On a entendu le chiffre d'affaires, on a vu les activités, ça tourne. Et vous avez vu, on a des établissements qui ont au moins 55% de personnes en situation de handicap. Je ne sais plus le pourcentage des deux. Vous pouvez peut-être le rappeler. Pour les AT, c'est combien? Monsieur Blombeau, vous êtes là? Oui, oui, La, je la suis là. part, la part des Les travailleurs en ESAT, situation de handicap. les ESAT, c'est 100%. Voilà. Bon, ils sont accompagnés tout à l'heure. Mme Maubrun faisait référence aux moniteurs d'atelier qui sont là pour accompagner. On a quelquefois des ouvriers de production à côté. Et avec la réforme des EA, maintenant, une personne ou un porteur de projet qui souhaiterait créer une entreprise adaptée, c'est minimum 55%. Mais nous qui étions déjà là, nous avons 80% de personnes en situation de handicap dans l'effectif des entreprises adaptées. Et nous sommes appelés à faire plus de mixité avec le public dit valide. Voilà. Et si vous avez des financements de l'État, c'est surtout pour prendre en charge la dimension accompagnement médico-social sur l'aspect production pure. J'ai envie de dire que là, vous êtes quasiment soumis à une concurrence, enfin, je veux dire, aux conditions économiques ordinaires. Donc là, vous avez, je pense aussi dans les échanges que vous pourrez avoir, je parle aux référents handicap, que vous pourrez avoir avec ces établissements, ça peut aussi être inspirant concernant la gestion de l'identification de solutions et la gestion de certaines personnes. Je pense que voilà, c'est une parenthèse. Pas de questions complémentaires? Qu'est-ce que je vois dans les... Alors, Madame Robin. Bah, Madame Robin a mis son numéro de téléphone, comme ça vous pourrez vous voir prochainement. Ensuite, donc là, l'idée, c'était de faire un petit résumé, donc conclure un peu, vous puissiez redonner. Je crois que c'est Monsieur Blombeau qui intervenait. Je me rappelle plus exactement sur vous trois qui intervenaient à ce moment-là, pour synthétiser un peu le type de prestation que vous assurez, en tout cas vous proposez aux employeurs. Je pense que M. Harikat, qui peut synthétiser, ce serait bien. Donc, au niveau de ce qu'on propose, en fait, donc en dehors de tout ce qui est espace vert, on va dire blanchisserie, nous avons aussi des activités on va dire émergentes comme la gestion électronique de documents. Nous avons aussi la restauration, l'hôtellerie aussi sur la Guadeloupe. Donc, nous avons aussi de nouvelles activités qui émergent, que nous mettons en place, en fait, afin de proposer de la qualité et de nouveaux services pour nos salariés et puis pour les professionnels. D'accord. Voilà. Okay, donc vous expliquiez qu'en fait les prestations peuvent être réalisées dans vos propres locaux, hein, c'est le cas de la blanchisserie par exemple, mais ça peut être également fait dans les locaux de l'entreprise cliente, chez les clients. voilà, voire même mettre à disposition le personnel. Et donc vous aviez un schéma que je trouvais intéressant qui présentait un peu une inclusion graduée. Vous vous rappelez le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure qui donnait un peu une vision globale de la logique de l'inclusion et des dispositifs qui viennent en appui pour compenser les handicaps. Bien là, on peut dire que ça représente un peu un zoom sur la dimension sur le secteur ESAT et entreprises adaptées. Et on voit qu'effectivement, on peut avoir des personnes en ESAT dans les murs de l'ESAT, vont travailler dans l'ESAT. Pour certaines, parce qu'il y a un peu plus d'autonomie, ils ont une capacité d'aller déjà commencer à mettre un pied dans le milieu ordinaire en travaillant hors les murs, donc chez le client, hein, c'est ça. Et ensuite, on peut être dans de la prestation en entreprise. Donc là, on est allé sur de la mise à disposition. Et puis, au niveau des EA, bah, le EA socle, je pense que c'est la personne qui est recrutée en CDI dans le A. Absolument. Voilà, et puis bah, le CDD tremplin, j'en dis pas grand-chose parce qu'on a prévu d'en dire deux mots parce que c'est quelque chose qui est assez récent et qu'il est intéressant de partager. Et puis on voit ensuite qu'il y a l'emploi accompagné qui peut être cet accompagnement de la personne qui est en entreprise ordinaire avec un accompagnement aussi bien sur poste de travail qu'au
au niveau médico-social. Et puis enfin, il peut y avoir le CDI en entreprise, mais CDI en entreprise, ça ne veut pas dire sans accompagnement, ça peut être le CDI avec l'emploi accompagné derrière, hein. Voilà, ça peut être ça. Exact. Voilà. Et donc, il y a effectivement le CDD tremplin qui est assez récent. Monsieur Blombeau? Oui, alors, le CDD tremplin a été voulu suite à la réforme de 2018, cap vers la société inclusive. Et donc, 3 expérimentations à l'époque ont été décrétées par le législateur. Le CDD tremplin, à l'image de ce qui se faisait dans le secteur de l'activité par l'économie, l'entreprise adaptée de travail temporaire et une entreprise pro-inclusive. Celle-ci, la dernière, n'a pas vu le jour. Le CDD tremplin consiste à pouvoir proposer à des salariés en entreprise adaptée des contrats de 4 à 24 mois avec des sorties positives à la suite. L'idée, c'est d'avoir des personnes auxquelles on pourrait, je dirais, faciliter la réalisation de leurs projets professionnels. Ce sont plus ou moins aussi des personnes qui sont souvent très éloignées de l'emploi. Mais pour qu'on puisse réussir cela, il faut bien évidemment que nous ayons de l'activité. Quand nous avons des activités, quand nous avons un client qui nous passe commande, voilà, on va travailler sur telle ou telle prestation, ou par exemple, vous avez vu dans le film avec le conseil départemental où nous avions une mission sur une certaine durée, hein, qui était très, très intéressant pour nous. Eh ben, on crée de l'emploi. Et donc, c'est assez souple, le CDD tremplin. Et l'idée, c'est de voir si effectivement cette personne peut, à la sortie, avoir la chance d'intégrer le client si une opportunité existe. Bon, celle-ci est actuellement scrutée dans l'exemple qu'on vient de voir. Ces personnes, pendant la durée du CDD tremplin, suivent également une formation. Donc, nous avons, je dirais, une obligation de formation pour consolider le projet professionnel des personnes. Là encore, pour apporter des atouts complémentaires aux salariés. Donc voilà, je n'ai pas suivi forcément ce qui est dit dans le slide. Pas grave, c'est pas grave. C'est bien pour vous illustrer que nous sommes aussi en capacité d'utiliser ce levier si demain, par exemple, une administration nous dit, ben voilà, j'ai des archives physiques, ça va me prendre 5-6 mois, je veux externaliser cela. Voilà, donc l'entreprise adaptée est assez souple et recrute pour mener à bien cette mission et peut le faire par le biais du CDD tremplin. Pour bondir sur vous venez de parler de la numérisation d'archives. Moi, j'ai en tête l'exemple du Crédit Agricole de Franche-Comté qui voulait numériser toutes ses archives. On est sur quand même des données sensibles, on est sur des données. En plus, ils voulaient que pendant le processus de numérisation, les dossiers puissent être consultables. Donc, il y a quand même un cahier des charges qui était fort. Et donc, au final, ça a été confié à l'ADAPI, hein, et du DOU à l'époque. Et ils avaient gardé quand même, ils avaient des dossiers professionnels qui jugeaient comme sensibles et que le Crédit Agricole n'a pas voulu confier aux sous-traitants, hein. Et au final, la numérisation avec l'ADAPI s'est parfaitement passée et il y a eu plus d'erreurs dans ce qu'ils avaient gardé en interne. Alors, pas parce que les travailleurs étaient forcément avaient des capacités plus fortes que les personnes, que le personnel du Crédit Agricole, c'est pas ce que je cherche à dire, mais en tout cas, là pour le coup, c'était l'entreprise adaptée, ben, a cette expertise de compenser le handicap. Donc, elle avait organisé le travail
de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur. Donc en fait, c'est dans l'organisation qui avait été mise en place que quelque part, la compensation de la déficience intellectuelle, parce que c'est essentiellement un public en situation de déficience intellectuelle, avait été compensée et à la fin, on avait une prestation qui était de super qualité, qui avait bien marché. Et le Crédit Agricole qui ne s'était pas forcément pensé sur l'organisation parce que ça lui paraît simple, ben au final, sur le volume qu'il a traité lui, il y a eu des erreurs. Voilà. Donc ça revient tout à l'heure. Je disais que vous aviez une vraie expertise sur votre capacité à organiser le travail en compensant, en tenant compte de la déficience du public que vous accueillez. Ben, là, c'était typiquement, ça illustrait parfaitement ça. Alors, juste pour ajouter aussi, les collègues vont compléter. Vous savez, on peut agir aussi en prévention de l'inaptitude. Bon, les premières démarches du FIPHFP auprès des employeurs publics, c'était de voir au sein de ces administrations quelles étaient les personnes en situation de handicap, et ces personnes étaient réticentes à pouvoir aussi se déclarer. C'est toujours un peu, ça peut se comprendre. Les administrations cherchent à remplir leurs obligations en faisant augmenter le taux d'emploi direct parce qu'ils considèrent qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une QTH. Et donc, nous, on peut aussi agir en prévention de l'inaptitude d'un salarié. Et ce salarié entre chez nous et on adapte le poste de travail. Parce qu'actuellement, dans l'entreprise adaptée et dans les nouvelles activités que nous avons, ce sont des personnes qui ont soit un parcours déjà professionnel antérieur, bien établi, soit des personnes qui ont suivi un parcours universitaire. Ce n'est plus des déficients intellectuels que nous rencontrons. En tout cas, pour certaines activités, dans le nous avons des salariés avec toute leur potentialité intellectuelle, sauf qu'il y a un élément handicapant qui est reconnu par la MDPH. D'accord. Est-ce qu'on a quelques questions sur ce qui a été évoqué? Les partenaires? Nadine? Non? Non, pas de question à mon niveau. C'est clair. Écoutez, je vous propose de revenir à Pour compléter Oui. S'il vous plaît, j'aimerais pouvoir juste compléter un petit peu les propos de Joseph là-dessus, pour l'adaptation qu'on peut avoir au niveau des EA, puisque on a des activités effectivement classiques, on a des activités émergentes, mais on peut aussi étudier avec une collectivité les activités qui, à un moment donné, leur posent problème en termes d'organisation ou en termes de recrutement, et où on a des personnes où on peut faire des transferts de compétences des personnes qui sont là pour ces métiers et qui peuvent venir satisfaire un service qui n'est pas rempli au sein d'une collectivité ou un service nouveau, puisqu'on parle maintenant de l'émergence de nouveaux métiers qui soit autour du numérique, soit autour de l'organisation, qui peuvent être en tout cas occupés par des personnes de chez nous qui, au bout d'un moment, saturent par les activités classiques qu'on organise aujourd'hui et qui souhaitent évoluer vers de nouveaux métiers, en tout cas vers de nouvelles administrations. Ces personnes qui sont réparties sur tout le territoire, peuvent aussi avoir envie d'être en proximité d'une administration pas loin de leur domicile et ont les capacités en tout cas d'accomplir complètement les tâches qui leur sont confiées au sein de ces administrations. Donc là aussi, n'hésitez pas sur des transformations de postes à nous contacter pour qu'on puisse voir avec vous les possibilités de mise à disposition dans un premier temps et en tout cas de transfert de compétences de nos agents sur des activités qui sont émergentes chez vous. Merci, Monsieur Vati. Donc là, on a vu, on a essayé de vous donner un aperçu de ce que les EA-ESAT de vos territoires peuvent vous proposer. J'ai reçu tout un listing pour l'ensemble des ESAT de Martinique, Guadeloupe et Guyane avec toutes les activités qui sont proposées. Donc ça, ce sont des informations que nous allons intégrer dans le catalogue des acteurs locaux. Hein, donc, il y aura une liste assez exhaustive. Monsieur Blombeau, si vous avez la même chose pour les EA, je suis preneur.
Comme ça, on peut faire quelque chose d'exhaustif, hein, avec les coordonnées. Alors, ouais, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, enfin, vous savez qu'en faisant travailler ces établissements, ben, vous faites travailler des personnes en situation de handicap et effectivement, il est prévu que vous puissiez faire rentrer une partie de ces dépenses dans votre déclaration auprès du FIP et donc faire baisser votre contribution au FIP si vous payez une contribution. Et ça, c'est Nadine qui va vous expliquer le principe, hein, assez rapidement. Il y a une diapo. Oui, tout à fait. Donc, du coup, comme vous le savez, et en fait, ce webinaire, ben, il est à point nommé puisque en février 2023, eh bien, démarre la campagne de déclaration au titre de l'année 2022. Et donc, du coup, il faut savoir que il est possible d'intégrer au niveau de votre déclaration le montant que vous aurez valorisé par rapport au recours aux ESAT ou entreprises adaptées. Donc, évidemment, pour pouvoir le faire, il vous faut cette attestation annuelle, puisque bien que le principe de la déclaration soit sur du déclaratif, mais le FIP se réserve la possibilité de vous demander les justificatifs. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, toutes les fois où vous avez recours à une prestation ESAT ou entreprise adaptée, eh bien, ces établissements vous adresseront en retour l'attestation annuelle qui va préciser le montant de la déduction à laquelle vous aurez droit dans le cadre de votre déclaration annuelle au niveau du FIPHFP. Alors, ce montant, il est plafonné puisque, bien évidemment, la finalité pour pouvoir répondre à l'obligation de la loi du 11 février 2005 ne peut pas se résumer uniquement au recours aux ESAT, aux entreprises adaptées, mais doit s'inscrire dans une démarche inclusive. Et comme vous l'ont expliqué les différents intervenants, bien, il y a la possibilité de permettre à ces personnes de bénéficier de prestations, enfin d'accompagnement jusqu'à l'intégration au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, 50% de la contribution annuelle, donc la déduction de 50% de la contribution si le taux d'emploi direct est inférieur à 3%, et 75% si le taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%. Donc, ça s'inscrit bien dans cette articulation mixte, à savoir, eh bien, une démarche d'une véritable politique inclusive et handicap de l'employeur et qui est valorisée au travers de son recours à des prestations ESAT et entreprises adaptées et qui se manifeste au niveau du pourcentage de possibilités de déduction. Donc, si on reprend le détail du calcul, hein, sur le principe, c'est qu'on voit bien qu'en fait, ne sont pas pris en compte les coûts de matières premières ou de matériaux. Prenez l'exemple, par exemple, on voit bien que l'espace vert, ça va être essentiellement de la main-d'œuvre. Donc, on voit bien que l'essentiel de la facture va pouvoir rentrer dans le calcul des montants dans le cadre de la déduction. Par contre, si vous achetez des fournitures de bureau, par exemple, là, on voit bien que quand vous achetez des ramettes de papier, c'est pas les personnes en situation de handicap qui coupent les feuilles de papier. Donc, en fait, là, on est sur la logistique, c'est tout. Donc là, la part de la facture qui va être déductible, bah, elle risque d'être infime par rapport à des fournitures qui souvent sont vendues quand même assez cher. Donc, c'est pas forcément sur ce type d'activité que vous contribuez vraiment à l'emploi des personnes en situation de handicap, pour être direct, hein, voilà. Je vois que M. Blombo est assez d'accord avec moi, donc c'est bien. Non, vous faites bien d'insister parce que c'est vrai qu'il y a quelques margoulins dans le secteur qui veulent vendre de la papeterie et qui font travailler les personnes en situation de handicap. Ah, vous savez, je n'osais pas utiliser le mot, mais j'aurais utilisé le même, monsieur. Mais c'est très important, c'est très important ce point-là, parce que de souvenir, moi, quand j'ai cherché à rapprocher des employeurs d'établissements, enfin
de AESAT pour développer le partenariat. Alors, chez ces employeurs, on réunissait les acheteurs potentiels avec les AESAT qui étaient là. Bon, j'ai fait ça avec un centre hospitalier, La Poste, Crédit Agricole et d'autres. Et chaque fois, dans ces réunions-là, au début, c'était très froid. Il a fallu percer l'abcès. L'abcès, c'était quoi? C'était des coups de fil de ces margoulins, comme vous dites, qui faisaient un espèce de chantage, et qui, en fait, comment dire, nuisent à l'image des EAESAT. Hein. Et je trouve que le fait qu'on l'aborde là ensemble aujourd'hui, c'est important parce que ça n'a rien à voir avec ni l'esprit, ni le travail que vous faites. Mais il y a quelques margoulins. Et le fait que la loi est ouverte à la possibilité, une personne en situation de handicap qui se met à son compte aujourd'hui, si elle vend des prestations à un employeur, eh bien, sa facture va pouvoir être traitée comme la facture d'une EA ou d'un ESAT. Ce qui fait qu'en fait, ça a augmenté le nombre de margoulins, donc typiquement hein, sur la papeterie, hein, c'est là-dessus. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Là, on est sur des établissements qui sont en plein dans l'esprit et qui sont dans le cadre de la loi. Voilà. Mais voilà, donc c'était une précision assez quand même importante. On arrive à peu de choses près. Est-ce qu'on a encore des questions? Pas de questions? Bon, on a compris que de toute façon, le développement de partenariat avec le AESAT, c'est pas à l'issue d'un webinaire comme ça que les choses vont se mettre en place. Il va falloir vous rencontrer, il va falloir voir au regard des besoins de l'employeur, au regard de ce que vous êtes en capacité de faire et voire même de nouvelles activités développées, va falloir réfléchir ensemble, identifier là où vous avez du grain à moudre et comment vous pouvez travailler ensemble. Qu'est-ce que vous proposez comme méthode pour, eh bien pour faire ce travail? Monsieur Blombeau. Je pense qu'on avait évoqué en préparation, on a pu évoquer cette question. Je pense que pour approcher les partenaires, les futurs partenaires, c'est d'abord pouvoir se rencontrer au sein de nos entreprises, hein, au sein des EA, faire visiter nos installations, faire voir un peu ce qu'on est capable de faire. Et ça permettrait en tout cas de faire germer des idées, en tout cas de partenariat et de possibilités de mutualisation de certaines activités. Donc, nous inviterons les collectivités qui le souhaitent à nous rendre visite, à nous en relation et à voir les activités qu'on soit capable de mener. On aura beau faire des journées portes ouvertes, des choses comme ça, mais on n'aura pas forcément les bons interlocuteurs. Je crois qu'un contact direct avec les responsables des marchés, des collectivités, permettrait en tout cas de mieux se connaître et de permettre de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour favoriser l'employabilité de nos travailleurs au sein des OEA et des ESAT. Donc, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues, mais voilà, il faudra qu'on prenne l'initiative de contacter les responsables de prestation de marché, les responsables des ressources humaines de ces collectivités sur le territoire et de pouvoir les inviter à venir voir un peu ce qu'on fait. Et ça pourrait permettre en tout cas de débloquer cette possibilité de partenariat. Alors, pour compléter, moi, ce que je voudrais aussi rajouter, alors, comme vous parliez des collectivités, les collectivités sont... La gestion RH des collectivités est assurée par le centre de gestion et je pense que ça peut être aussi un interlocuteur facilitant, je veux dire, pour pouvoir bien justement faire ce lien avec les collectivités. Et moi, je vois aussi pour avoir cette exhaustivité au niveau des collectivités, bien via les EPCI, via l'association des maires. Enfin, il y a des actions qu'on pourrait mener ensemble. Donc, il faudra qu'on puisse. Bon, là, on arrive à peu de jours près à la fin de l'année, mais en tous les cas, je note pour 2023 qu'on puisse avoir un temps d'échange pour préparer aussi une stratégie, je vais dire un plan d'action pour arriver à ce que vous soyez plus visible au niveau de la fonction publique et pas seulement territoriale, puisqu'il y a aussi l'hospitalier, il y a aussi les services déconcentrés d'État. Et c'est aussi ce vers quoi je peux tendre pour, en termes d'objectifs, on va dire, pour 2023. Donc, je pense que se servir de ces effets leviers
avec les différents partenaires qui interviennent au niveau de la fonction publique. Donc, le secrétariat général commun pour ce qui concerne la fonction publique d'État, le centre de gestion pour la fonction publique territoriale, et puis ensuite pour l'hospitalière via leurs différentes institutions, en particulier la NFH. Donc, je pense qu'il y a aussi ça à compléter avec des actions que vous allez initier, mais qui puissent être plus visibles au travers de ce réseau d'acteurs et de partenaires, bien évidemment. Nous arrivons au terme de notre présentation. Je crois qu'on a atteint des objectifs. On a présenté les différentes actions. On a montré comment vous pouviez accompagner des personnes pour rejoindre de l'emploi ordinaire. Ce que je vous propose, c'est de récupérer, M. Blombeau, c'est de récupérer les coordonnées qui seraient bon que je diffuse aux personnes ayant participé en tout cas à toutes les personnes qui se sont inscrites. Hein, et comme ça permettra des prises de contact plus aisées. D'accord? Voilà, j'en viens. Voilà. Mais écoutez, puis, merci. Oui, je vous laisse dire le mot de la fin, Nadine. Oui, Stéphane. Donc, je tiens à remercier M. Blombeau, M. Vati, pour vraiment cette implication à ce webinaire. Ce n'est qu'un début. Et comme je l'ai dit, en 2023, nous allons prendre le temps de réfléchir à renforcer nos marges de progression. En tous les cas, j'espère que ce webinaire a répondu aux attentes des personnes qui y ont participé. Nous sommes bien évidemment à l'écoute de vos retours, de vos remarques, observations, pour pouvoir, pour l'année 2023, répondre à de nouveaux besoins, voir comment on pourra vous intégrer de manière plus visible au travers des différentes manifestations qu'on organise. Je pense aux comités locaux, au niveau du FIP, HFP, via le PRITH. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut réfléchir et ça va être ma conclusion, c'est 2023, poursuivons notre action et augmentons cette visibilité de vos actions au sein de la fonction publique et au service des employeurs publics de manière large. Voilà. Merci à tous encore et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, M. Ricat. Au revoir, M. Vati. Au revoir, M. Blombeau. Merci à tous. À bientôt. Au revoir, Au revoir. Nadine. Au revoir. Au revoir. Très bien, au Merci. revoir.